Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. L'engagement du président tchadien Idriss Déby Itno, salué ce jour par les chefs d'État présents, une douzaine de dirigeants africains, le président français Emmanuel Macron, ont pris part aux funérailles officielles du président tchadien mort au combat. À suivre dans ce journal les hommages du peuple tchadien à un guerrier. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les hommages de l'Afrique au président tchadien Idriss Déby Itno, une dizaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron ont fait le déplacement dans la capitale N'Djamena pour ses obsèques officielles. Ne tarisse pas d'éloge, le président, le maréchal, mort au combat à l'âge de 68 ans, après 30 ans au pouvoir. Le reportage de Kediara. Le Tchad rend un dernier hommage à son président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, décédé ce 20 avril. Les obsèques officielles qui se sont déroulées en début de matinée ce vendredi sur la place de la Nation en N'Djamena étaient très courues et riches en émotions face au cercueil de Idriss Déby, monté sur le plateau d'un pick-up entouré de soldats de la garde présidentielle. La famille du défunt s'est exprimée. Tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Inda Déby Itno, la première dame du pays, a également salué l'image d'un soldat glorieux et intrépide. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Discours qu'elle va tenir tout le long de sa prise de parole avant de finalement s'effondrer sur le pupitre. Désormais, vous êtes partis. Adieu. On assistera également à une succession de chefs d'État venus rendre un dernier hommage au maréchal, parmi eux le président français Emmanuel Macron. Et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. Au cours de ces obsèques, le président Paul Biya va se faire représenter par Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Il ramènera avec lui une gerbe de fleurs envoyée par le président de la République. Après cette cérémonie, c'est par avion que la dépouille du maréchal a été emmenée à Amdjaras, près de la frontière soudanaise, où il a été inhumé aux côtés de son père. Et durant la phase des allocutions, durant les obsèques du président tchadien Idriss Déby, Abdelkerim Idriss Déby, le fils du président tchadien, n'a pas salué le courage et l'abnégation de son père décédé les armes à la main après avoir protégé son peuple. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs,
distingués invités, son grâce de qualité. Mon maréchal, Feu Idriss Déby Itno, mon cher père, ce lundi 18 avril 2021, Allah le Tout-Puissant a décidé de te rappeler à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Cher père, tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Le Tchad perd en toi un président marqué au fer du patriotisme. Les Tchadiens ont perdu un père et un frère qui les aiment et qu'ils aiment. Et prenant la parole durant ces obsèques, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France ne laissera jamais remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. Avec la mort d'Idriss Déby Itno, la France perd ainsi un allié dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons à présent un morceau choisi de la réaction du président français Emmanuel Macron durant ces obsèques officielles. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Et quelle analyse du rôle de la France au Tchad d'après des géostratèges au prétexte de privilégier la lutte contre le terrorisme? La France choisit de miser sur la famille Déby, quitte à bafouer les règles démocratiques qu'elle dit promouvoir. Voici à ce sujet l'analyse que signe Gizogo depuis Yaoundé. Au Tchad, après la mort d'Idriss Déby Itno, la France a manifestement choisi la voie de la continuité en maintenant sa confiance à la famille Déby, laquelle a validé l'accès au pouvoir du fils de celui-ci, le général Mahamat Idriss Déby. C'est qu'en réalité, la France semble à court d'options au Tchad, suite à la tragique disparition d'Idriss Déby Itno, un scénario qu'elle n'avait pas envisagé. En d'autres termes, Ningarledji Yoronga, encore moins Saleh Kebzabo, opposant confirmé, encore moins Soksas Masra, qui dispose pourtant d'atouts, ne font qu'illusion devant Paris. Sans doute que la puissance coloniale d'hier, qui entend poursuivre la lutte contre le terrorisme, mise sur le Tchad, dans le Sahel, ce qui justifie dans l'immédiat l'option de Paris, quitte à donner
son notion sans sourciller à la mise entre parenthèses des institutions pour espérer, après débit, avoir encore du débit. Nul ne sait si ce pari va s'avérer payant, mais tout de même, au final, c'est le tropisme de la France pour des pouvoirs aux méthodes discutables qui s'imposent incontestablement après Hissène-Habré. Il faut croire que la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle, mais surtout que la démocratie y a trépassé depuis longtemps. Et dans le reste de l'actualité, à Tombelle, dans le coupé Maningumba, région du sud-ouest Cameroun, les populations meurent de soif. Cela fait plusieurs mois déjà que l'eau a cessé de couler des robinets. Ces problèmes ont été évoqués lors du compte administratif de la mairie de Tombelle sans aucune solution apportée. Jacques Molong, Isabelle Carole Zopet. À Tombelle, dans le sud-ouest, l'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête pour les populations, et ce, depuis de nombreuses années. Au quotidien, ces derniers font des pieds et des mains pour se ravitailler dans les rares points d'eau du coin, bien que conscient de la qualité douteuse de ces eaux. La mairie n'est pas passée par 4 chemins pour avouer son incapacité à étancher la soif de ces populations. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Pour un maire qui est en fonction depuis 12 ans et demi, je commence à baisser le bras. Nous avons fini par comprendre que c'est un problème de sous et de gros sous. Et vraiment, nous lançons ce cri-là, qu'il faut qu'on nous aide à nous trouver de financement pour ce problème d'eau. À ces difficultés d'accès à l'eau potable à Tombelle s'ajoute l'enclavement de l'ensemble de son réseau routier, l'insuffisance d'infrastructures sociales de base, entre autres. Des problèmes qui ont été évoqués lors de l'adoption du compte administratif 2020 de la mairie de Tombelle. Des autorités, l'on apprend que la crise anglophone qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest serait la principale cause des mauvaises conditions de vie des populations. Les recettes propres de la commune sont très faibles, pratiquement inexistantes, pour des raisons bien connues, la crise. Mais aujourd'hui que la crise est pratiquement... Aujourd'hui, la situation est revenue pratiquement à la normale. Nous avons recommandé à Madame le maire de tout faire pour relever le niveau des recettes propres de la commune. Ces populations sont tout de même invitées à regagner leur domicile et mener leur activité, tout en faisant confiance aux autorités pour assurer leur sécurité. Les habitants de Tombelle, dans le coupé Maningumba, réitèrent leur souhait, celui de voir la paix définitivement régner dans ces 2 régions en crise. Et dans la région du centre, la sous-préfecture de Bikok, dans la Mefou et à Konor, n'a plus de toiture depuis plus de 5 ans. C'est dans ces conditions difficiles que les employés travaillent à la merci des intempéries. Et les travaux de construction d'une sous-préfecture digne de ce nom ont été abandonnés depuis plusieurs années. Le reportage de Joseph Abenabena. Voici la sous-préfecture de Bikok, dans le département de la Mefou et à Konor, région du centre. Cela fait un peu plus de 6 ans que la tornade avait eu raison de sa toiture. Et ce marché public, abandonné depuis 9 ans, était justement consacré à la construction d'une sous-préfecture consacrant la permanence de l'État. Parce que l'ancienne sous-préfecture, depuis que la toiture est partie, nous attendions à ce que la nouvelle sous-préfecture soit habitable. Mais malheureusement, le marché n'a pas été concrétisé. Les locaux actuellement qui abritent la sous-préfecture appartiennent vraiment à la mairie. Bien sûr que c'est l'État, mais ça nous rassure pas. Malheureusement, l'État ne suit pas normalement le marché public. Ce qui fait qu'actuellement, la sous-préfecture dont l'État a alloué à la mairie de Bikok n'est pas habitable. Et le marché est parti comme ça sans aucun suivi. Et même la résidence de M. le sous-préfet n'est reconnaissable que par la présence de ce véhicule administratif. Ces techniciens travaillent ici grâce aux efforts privés. La proximité de cette résidence avec l'hôtel de ville constitue plutôt une véritable humiliation. Depuis ce temps, les services de la sous-préfecture sont confinés dans ce petit bâtiment offert par la mairie en attendant que quelque chose soit fait pour ce marché public visiblement abandonné.
Tout autre chose à présent, face aux ravages provoqués, notamment par la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire, la société civile se mobilise au travers des campagnes de sensibilisation pour éradiquer ces fléaux qui gangrènent la jeunesse au Cameroun. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, la Fondation camerounaise des consommateurs sensibilise les élèves des lycées et collèges sur les dangers de la consommation des stupéfiants. Le reportage de Leclerc Sakem. Suivons donc ce reportage de Leclerc Sakem sur les dangers de la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire. Et face donc aux ravages provoqués par ces fléaux, la société civile sensibilise les élèves sur les dangers auxquels ils s'exposent en consommant de la drogue et stupéfiants en milieu scolaire. Leclerc Sakem, reportage. S'il y a un mal qui a le plus fait parler de lui en milieu jeune au Cameroun ces dernières années, c'est la prise des stupéfiants, notamment en milieu scolaire. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes au point où les jeunes et moins jeunes en parlent avec aisance. Je dis non au tabac, non à l'alcool. Et je conseille aux jeunes de se concentrer sur leurs études, puis être des gens dans l'avenir. La drogue est un stupéfiant qui ignore l'organisme. La conséquence, la prise de ces additifs sont multiples. Les apprenants rencontrés au lycée bilingue de Diandam dans la ville de Bafoussam en ont eu plus ou moins conscience. À la vie courante, la drogue peut détruire tout l'avenir d'un homme. Moi, je dis que la drogue est nocive pour la santé, puisque plusieurs jeunes se lancent dans cette drogue et qui consomment sans savoir les maladies que cela peut provoquer. On voit que la drogue détruit aussi beaucoup des jeunes de nos jours, les enfants surtout de l'école. Plusieurs consomment de la drogue, soit ta tête ne tient même plus. Malgré la sensibilisation qui est faite tout autour de cet état, revient très fréquemment en surface et constitue un véritable serpent de mer pour les administrations scolaires. Le lycée de Diandam n'en est pas épargné. On a eu les cas de consommation de drogue. Parfois, c'est la consommation de drogue que vous voyez les élèves avec les drogues. Parfois, c'est les vendeurs qui viennent dehors les donner à vendre pour eux. Quand un élève est pris en flagrant délit, c'est l'exclusion définitive. Mais avant d'exclure, on appelle d'abord les parents pour les sensibiliser et pour les canaliser. Et nous aussi, les parents, les enseignants que nous sommes, les administrateurs que nous sommes, nous on a prêché par l'exemple parce que la consommation de drogue n'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour les vieux. Et nous on essaie aussi à être les bons exemples pour ces élèves que nous on a appelés à gérer. Il y a eu les cas cette année qu'on a eu, on a pris les mesures. En dehors de l'exclusion définitive, il y a aussi les centres, il y a un centre qui est chargé de ça, qu'on a canalisé les enfants là-bas. Pour appuyer le corps administratif dans cette mission de sensibilisation, la société civile sous l'égide, la Fondation camerounaise des consommateurs vient de séjourner dans l'enceinte de cet établissement scolaire le temps d'une journée, interpeller les consciences de ces jeunes élèves sur les risques énormes qu'ils courent en se donnant dans ces pratiques malencontreuses. Le fait du lycée, ce n'est pas un fait au hasard. Il faut rappeler qu'ici, on a des jeunes très sensibles. Souvent, des jeunes sont dans des familles monoparentales. La maman n'a pas le temps, elle n'est pas au marché. Le soir, quand le jeune rentre, c'est la télévision, le téléphone qui l'éduque. Donc nous venons ici pour leur dire que nous, adultes, nous sommes derrière eux, qui tournent le dos à la drogue, au tabac, à l'alcool, parce que ce n'est pas fait pour eux. Quand on est jeune, on a un cerveau qui est encore en construction. On ne peut pas bombarder ce cerveau avec des substances qui peuvent le détruire. Raison pour laquelle il faut aller à l'école, continuer à étudier pour devenir des médecins, des pilotes, des avocats de demain qui vont relever ce pays. Stop addiction chez les ados est le slogan de cette campagne dont le lancement est effectif. Non à la consommation du tabac chez les mineurs. Et parlons à présent de cet appui réitéré de la France aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Christophe Guilot annonce que les projets et programmes qui ont subi le coup de la pandémie de coronavirus vont reprendre d'ici peu. C'était au cours d'une séance de travail entre l'ambassadeur de France au Cameroun et les responsables de l'association des communes et villes unies du Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop.
La décentralisation au Cameroun est à l'image de ce bébé qui, après sa naissance, a besoin du temps pour ramper, faire ses premiers pas et ensuite marcher. When you deliver a baby, the baby actually can't even sit. And after some time, the baby can sit. Le maire de la ville de Kumba confesse ainsi qu'il y a encore du chemin et que les populations doivent simplement prendre leur mal en patience pour voir le bout du tunnel. Aux côtés du Cameroun, la France entend jouer sa partition afin que ce processus s'accélère. Pour le plus grand bonheur des populations, l'ambassadeur de France n'a pas fait l'économie des mots pour réitérer le soutien de son pays à l'association des communes et villes unies du Cameroun. L'objet de ma visite, c'était de faire connaissance et puis surtout comprendre où en sont les communes et les villes dans ce processus qui a été lancé il y a 1 an et demi environ sur la décentralisation. J'ai l'habitude de me déplacer aux 4 coins du pays, de voir très concrètement ce qui se passe, de rencontrer les maires, les autorités locales. Mais j'avais besoin aussi d'avoir le sentiment de Monsieur le Président sur ce processus. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses priorités? Dans cette perspective, la France, qui est fortement impliquée dans l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées, entend poursuivre dans la même lancée pour des résultats encore plus probants. En matière de formation, en matière de développement local, nous avons déjà pas mal de projets, des projets ambitieux, notamment capitale régionale et bien d'autres. Une partie de ces projets ont été freinés à cause de la Covid. Mais notre souhait, c'est de reprendre ça dès que les conditions le permettront. En tout cas, c'est un objectif stratégique de la France, que d'accompagner le Cameroun dans la décentralisation au profit des populations, au profit des territoires, des communes et des villes. L'expertise de la France, qui cumule une 40aine d'années d'expérience en matière de décentralisation, est vue d'un bon œil par l'équipe conduite depuis le 3 novembre dernier par Augustin Tamba. Il y a un plaidoyer intensif que nous menons dans les CVUC en direction du gouvernement et des institutions internationales. Je voudrais dire que ça vient tout simplement rencontrer l'adhésion de ce qui se fait parce que la France est un partenaire stratégique depuis de longues années et nous, en tant que dirigeants du CVUC, nous affichons également notre enthousiasme et nous avons échangé sur des sujets prospectifs concernant le développement des territoires. L'échange entre l'ambassadeur de France et le président des CVUC ouvre de nouvelles perspectives de coopération dont les collectivités territoriales décentralisées attendent impatiemment les retombées concrètes sur le terrain. La ville de Ngaoundéré a désormais son parcours vital. L'ouvrage bâti sur 40 hectares par le génie militaire a été inauguré récemment par le ministre des Sports. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi appelle les populations à en faire un bon usage. Le reportage de Jean Blaise Noupéé et Julien Berthe-Bissaï. Les habitants de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, ont désormais leur parcours vital. Inauguré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ton appareil me gêne. Il est dédié à l'ensemble des populations qui doivent s'investir dans des activités de sport de masse qui favorisent le brassage et qui, comme cela, sont non seulement des facteurs de rassemblement, bien sûr en tenant compte de mesures barrières, des facteurs de brassage, d'unité, d'intégration nationale. Bâti sur 40 hectares par le génie militaire, le joyau architectural comprend entre autres des aires de jeu pour sport collectif, une piste de 2000 mètres, plusieurs ateliers et de nombreux aménagements viables pour faciliter la mobilité au sein du parcours Vita. Narcisse Mouele-Kombi demande aux populations d'en faire bon usage. Nous voulons émettre un vœu que les populations concernées puissent faire le meilleur usage de ce joyau architectural, puissent faire le meilleur usage de cet espace qui n'est pas seulement un espace sportif, qui est récréatif, qui est culturel, qui est touristique. Nous voyons la proximité de ce beau mont mythique, le mont Ngaoundéré. Retrocédé à la mairie de Ngaoundéré, le maire de Séyan rassure quant à l'utilisation de l'ouvrage. La mairie de la ville de Ngaoundéré, déjà engagée sur de nombreux chantiers de valorisation de notre territoire, apportera tout le concours nécessaire pour une bonne gestion des ressources et un suivi régulier des équipements. Don du chef de l'État,
Les travaux avaient été lancés en 2017 et achevés en 2019. Désormais opérationnel, le parcours Vita de Ngaoundéré est le 4e du genre au Cameroun, après Yaoundé, Douala et Bamenda. À présent, ce public reportage, la Société anonyme des brasseries du Cameroun a procédé il y a quelques jours à la rétrocession d'un forage d'eau équipé de panneaux solaires aux populations de la ville de Bamenda au cours de cette cérémonie présidée par son directeur général. La SABC a également remis 100 tables bons à 2 écoles, de même qu'un important stock de fournitures et équipements médicaux à 3 centres de santé dans le chef-lieu dans la ville chef-lieu de la région du Nord-Ouest Cameroun. Reportage. Un forage d'eau potable de bonne qualité tiré à 96 mètres et demi de profondeur dans les roches volcaniques des hautes terres de Bamenda à l'abri de toute contamination. Des tables bancs pour équiper des salles de classe, des fournitures et du matériel médical pour les centres de santé et les infirmeries des établissements scolaires. Une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires pour barrer la voie au Covid-19 et dire non à la pollution par les bouteilles plastiques. Pour le lancement de l'édition 2021 des Journées citoyennes du groupe SABC, l'entreprise a choisi Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Tout un symbole bien perçu par les autorités administratives, représenté par le préfet de la Mézam, Émile Simonmo. The general manager of SABC, who came here and offered a special gift. First of all, the didactic material for our youth, both for secondary basic education and also medical equipment. You are seeing the modern equipment that can help the various health centers to fight against COVID-19 and also to alleviate the pain of the various patients. But also we offer the modern borehole and Tarikon with the first generation of solar energy, and that can be functional 24 hours a day. Indeed grateful for the wonderful donations given to the institution today by the group SABC, and I want to believe that it's going to go a long way to facilitate the teaching and the learning process. I am very delighted and very happy. I thank the population, I thank the brotherhood, I thank the nurse, everyone, the water. I thank everyone for this good source of water that has been provided in this very community, in this very town, because not only us here will consume it, but all the other people elsewhere that they will come. Pour le groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun qui assume ainsi son leadership social, il s'agit de favoriser l'accès des populations à l'eau potable, lutter contre les maladies hydriques et barrer la voie au coronavirus dans les établissements scolaires. Il y a eu 2 étapes dans cette action d'aujourd'hui qui est assez importante. La première a été de remettre un forage à la population de Bamenda 2, un forage équipé avec un système solaire de manière à ce qu'il puisse fonctionner 24 heures sur 24. Et la deuxième étape est de remettre un lot important d'équipements scolaires avec des bancs, des tables, mais également d'équipements médicaux aux hôpitaux de la ville de Bamenda. Et voilà, tout ça est dans le cadre de la citoyenneté du groupe SABC, qui est un patrimoine, un héritage de tous les Camerounais. Nous ne sommes ni anglophones ni francophones. Nous sommes une société camerounaise qui est là pour promouvoir le Made in Cameroun, promouvoir l'excellence et l'expertise camerounaise. Lancées en 2018, les journées citoyennes du groupe SABC ont été placées dès le début sous le slogan « Vous êtes au cœur de notre vie ». Cette initiative incarne l'engagement du groupe SABC à procurer du bonheur au sein des communautés locales pour donner un sens à son projet d'entreprise afin que demain soit fait de plus d'écoute, d'innovation et d'implication sociale pour avancer ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez en direct de Yaoundé Serge Alain Otto pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Willy Mengue, Charlie Kenyé et le professeur Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding. Professeur Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding. Aujourd'hui, il y a eu les funérailles, les obsèques officielles du président Déby, avec surtout cette présence du président Macron qui a déclaré que la France ne laissera personne, ni aujourd'hui ni demain, menacer la stabilité du Tchad. Réaction. Oui, c'est un discours paternaliste qui tend à démontrer que les Africains sont irresponsables pour deux raisons. Vous savez, la mort du président Déby nous touche tous parce que du point de vue géopolitique et géostratégique, nous aurons incontestablement des problèmes en Afrique et singulièrement en Afrique centrale. Le gendarme est parti? Moi, je ne perçois pas sous le prisme du gendarme. Je perçois cela comme, une fois de plus, un mauvais spectacle que les Africains ont offert pour deux raisons. Première raison, les constitutions négro-africaines ne sont pas bonnes. Oui. Le président est chef de parti, il est chef de l'Assemblée, il est chef du législatif, il est chef des armées, il est. La mort du président Déby doit nous interpeller. C'est la frustration qui est à l'origine de ce décès que nous regrettons tous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que au sein d'un système, le président Déby, paix à son âme, a consommé 17 premiers ministres jusqu'au jour où le président Déby a décidé de ne même plus en avoir. Oui, en 2018. Vous comprenez? Et pour analyser ce point bien précis, les enfants qui sont des ministres, des généraux, ici et là, mais quand on est un politologue averti, mais vous préparez le nid des colons. Des colons, ça veut dire quoi? La France viendra toujours tenir ce type de discours parce que tant que les Africains, entre eux, ne s'entendent pas, il y aura toujours ce type de problème. Je chute avec la relation avec le Cameroun. Mais voyez-vous, siège Alain Autou. Si nous pouvons reconnaître qu'au Cameroun, le président Paul Biya, contrairement au Tchad, a mis en place des institutions représentatives qui nous permettent d'avoir un président élu, le Sénat, l'Assemblée, les députés, ce qui n'existe pas au Tchad. Mais reconnaissons quand même que après chaque élection, vous le constaterez au Cameroun, lorsque le RDPC, mon parti politique, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que je suis membre titulaire du comité central, gagne les élections, la société administrative, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec le politique, s'accapare de tout et tape systématiquement sur vous. En comparaison avec le Tchad n'a pas de démocratie, avec des institutions représentatives, ça crée des frustrations. Le Cameroun a des institutions représentatives, mais on peut se poser la question par moment. Comment on investit le député? Comment on investit le sénateur? Comment on investit le maire? Et comment on investit celui qui occupe la fonction de ministre? Un ministre, c'est un père qui doit être responsable. Et je suis donc en vous démontrant que lorsque vous voyez que la société administrative, c'est-à-dire comme c'est le cas au Cameroun, avec des gens qui peuvent taper sur vous. Je vous prends mon cas. Je sors de Garoua. Si je vous dis aujourd'hui que je ne suis pas frustré et que je n'ai pas de séquelles au regard de ce qui m'est arrivé de manière injuste, parce que la société administrative m'a frappé 3 fois. 1, on m'amène au CED sans motif réel. Après le CED, on me frappe. On m'enlève chef de département. Comme si ça ne suffisait pas. Contrairement à la société de droit, on me chasse de lyrique, on me dit, tu pars à Garoua. Ramenez au Tchad. Si moi, Messanga Nyamding, je n'étais pas un républicain, quelqu'un avec conscience, comment de telles frustrations ne peuvent pas vous amener à prendre des armes, si vous en avez la possibilité? Vous imaginez un peu cela? Donc il faut qu'on transforme un peu notre société et qu'on le dise tout de suite et maintenant. Sinon, je vous assure, aujourd'hui pour demain, nous serons toujours en train d'épiloguer sur les Russes qui ont déjà sécurisé la République centrafricaine et qui sont en train de sécuriser le Tchad et qui vont combattre le futur
le fils Déby, qui dirige le conseil de transition, s'il ne comprend pas une chose, tendre la main et réinstaurer la constitution en donnant la possibilité à tous les Tchadiens de dialoguer entre eux. Ok, Willy, non, d'abord Charlie, cette sortie du président Macron, lorsqu'il dit la France va laisser personne menacer la stabilité du Tchad, ni aujourd'hui, ni demain. C'est un message fort qu'il adresse aux FAC. Je pense que... Qui annonce une marché sur N'Djamena dans les prochains jours. Nous sommes dans le discours diplomatique. C'est un discours qui se veut conciliant, c'est un discours qui se veut amical, surtout c'est un discours qui se veut apaisant. Donc il faut bien comprendre ça, parce que le président Emmanuel Macron n'est pas le président des Tchadiens, c'est le président des Français. Et en qualité de président des Français, il doit défendre les intérêts français, peu importe là où elle se situe. Et la France a bien des intérêts. Il a été applaudi lorsqu'il a sorti cette déclaration. Oui, normalement. Exactement. Et façon dont ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr. Déjà, il faut comprendre que on ne peut pas détacher la réalité. C'est-à-dire que la France a toujours été ce pays qui a pris position à chaque fois que la démocratie ou alors le non-respect des lois fondamentales des pays ont été mises à mal ou menacées. La France a clairement pris position comme étant un pays, comme la devise le dit, liberté, égalité, fraternité. Mais dans le cas tchadien, curieusement, on a un conseil de transition militaire qui a pris le pouvoir et pourtant il y a une assemblée nationale là-bas. La constitution, normalement, prévoit que ce soit le président de l'Assemblée nationale article 82. Oui, article 81. Merci, professeur. C'est à lui de prendre le pouvoir, je pense, d'organiser les élections dans un délai de 45 mois. Non, 45 jours 45 au moins. Jours. 90 jours. 90 jours plus, voilà. 45 au moins, 90 jours plus. Mais ils ont pris le pouvoir, ils ont dissous l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ils n'ont même pas laissé cette entité-là, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous le gouvernement. Ça montre à suffisance qu'on est en contradiction avec tout ce qui peut concourir à la logique républicaine. Vous parlez de la France, c'est un pays liberté, égalité, fraternité, c'est la devise. Mais comment comprendre que la France n'ait pas condamné ce qui s'est passé au Tchad? C'est justement ce qui devrait nous interpeller. Comment se fait-il que la France n'ait pas condamné ce qui se passe au Tchad? Mais plus encore, même le symbole de la représentativité, parce qu'il n'y est pas les seuls. Il y est allé avec Jean-Yves Le Drian. Avec Jean-Yves Le Drian, qui n'est nul autre que le chef de la diplomatie française. C'est-à-dire que ça démontre à suffit que indirectement, nous qui observons, nous qui analysons, on comprend que c'est une façon, c'est une manière polie d'adouber ce nouveau régime qui est en train de s'installer en N'Djamena. On ne peut pas voir ce qui se passe là-bas pour chuter, pour rejoindre ce que le professeur a dit. Il y a réellement des problèmes de frustration. C'est-à-dire que c'est une apalissade. Aujourd'hui, les peuples africains sont frustrés. C'est une apalissade, vous comprenez, mais on ne peut pas se limiter là. Il faut pousser la réflexion plus loin. Je pense que même en termes de gouvernance, le professeur ne me contredira pas. Aujourd'hui, à l'Union européenne, vous avez un rapport qui s'appelle le rapport Gréco, qui accable l'établissement politico-administratif français comme l'un des plus corrompus en Europe. Donc, des problèmes de gouvernance, des problèmes de frustration, ces problèmes d'inégalité de la répartition des richesses sont une réalité dans nos États. Vous voyez un peu, mais il faut pousser la réflexion plus loin. Je vous prends un cas très simple. Vous avez remarqué que c'est lorsqu'il y a une mission d'exploration, par exemple, dans le nord du Cameroun, à Guinée, et on nous a fait savoir qu'on a découvert de l'uranium là-bas, la deuxième réserve au monde, que Boko Haram a commencé à accroître ses attaques au Cameroun. Comprenez un peu. Vous allez également comprendre que dans le cas de ce qui se passe du côté du Tchad, vous n'allez pas m'expliquer si réellement le président Idriss Déby serait mort au front, que vous avez une force française là-bas avec tout le matériel logistique de renseignement qu'ils ont là-bas. Qu'un ennemi, et quand on parle d'un ennemi, je vous parle que ce mouvement-là, c'est à peu près 2000 hommes, mais vous n'allez pas me dire que 2000 hommes peuvent faire face à une armée de plus de 20 à 30 000, 40 000 hommes, c'est pas possible. Donc, il y a réellement un problème de fond là qui n'est réellement pas dit, qui n'est pas connu. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il revenait également à la France, en qualité de puissance mondiale, d'essayer de nous faire une somme d'éclater, pas de venir ouvertement dire... Parce que là, la France est dans la logique de quelqu'un qui dit, ok, il est mort, on compatit, mais ça ne suffit pas. Pour un pays comme la France, défenseur des droits de l'homme, entre guillemets, c'est trop facile. Vous voyez un peu. Et le mouvement même qui est en marche vers le Tchad, celui des FARC, qui a la
la tête de ce mouvement. Il s'agit de Mahamat Madi Ali. Qui est Mahamat Madi Ali? C'est un ancien proche d'Idriss Déby qui est en exil en France, qui jusqu'aujourd'hui est membre du Parti Socialiste, si vous ne le savez pas. Donc, on ne peut pas détacher ces faits de la réalité aujourd'hui. Ça démontre, ça suffit que le discours seul ne peut pas nous assurer qu'on a en face de nous un ami. Non, 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 on est dans un discours diplomatique, comme je l'ai dit, qui se veut conciliant, mais qui n'enlève en rien qu'il y a des intérêts entre États qu'il faut préserver. Et Emmanuel Macron, étant en Djamena, est dans la logique aussi de préserver ses intérêts. Maintenant, pour le reste, il faut déjà qu'on comprenne ce qui s'est passé avec la mort du président Idriss Déby. Willy Mengue, la présidente du président Macron, aujourd'hui en Djamena, une façon d'adouber le pouvoir, le CMT, à travers le fils Mahamat Idriss Déby, non? Il y a au moins deux pesanteurs quand il faut faire la lecture de la situation du Tchad depuis le 11 avril dernier, c'est-à-dire date à laquelle... Non, surtout la présence. Commençons par la présence du président français Macron. C'est-à-dire, il ne revient pas au président français de venir garantir l'intégrité territoriale de l'État français. Oui. Dans les relations internationales, les États sont égaux. Ça veut dire que chaque État doit défendre sa souveraineté. Il dit qu'il ne laissera personne menacer ni aujourd'hui ni demain la stabilité du Tchad. Justement, ça veut dire que c'est tellement fort parce qu'en fait, cela signifie quoi? Ça signifie que la souveraineté de l'État du Tchad se retrouve entre les mains de l'État français. Voilà pourquoi je voulais évoquer le pesant relation entre les États, c'est-à-dire notamment la zone franc et la relation incestueuse avec la France. C'est-à-dire, nous sommes supposés être des États égaux en rapport avec la France. Il faut que nous travaillions suffisamment notre souveraineté. Les États africains, notamment ceux de la zone franc, doivent travailler suffisamment leur souveraineté pour défendre les intérêts, que ce soit les intérêts constitutionnels. Parce qu'il faut comprendre que c'est la présence de la France qui est venue démanteler l'ordre constitutionnel du Tchad. On a évoqué tout à l'heure l'article 81 qui voudrait que la légalité constitutionnelle soit value en cas de vacances. Mais tout cela a été débouté d'un coup de téléphone très sûrement ou un comité militaire de transition est né, qui ne sort de nulle part, qui n'est ni une instance prévue, je ne sais d'où ça sort. Mais c'est ce comité-là qui vient aujourd'hui constituer un pan de transition et avec l'accréditation, enfin avec la France qui approuve tout cela et qui copte les autres pays africains de la même sous-région, c'est-à-dire la CEMAP. On a vu le communiqué des autres pays, des six autres pays. Ce sont des éléments qui prouvent suffisamment que nous avons intérêt à travailler notre souveraineté pour que les forces extérieures ne viennent pas toujours bouleverser notre organisation interne. Mais parlant du Tchad, il faut comprendre, comme on l'a dit, la mort d'Idriss Déby ne devrait en fait surprendre personne. Les Tchadiens avait déjà depuis 2014, puisque le fait c'est en 2014 qu'il naît, c'est les frustrations, c'est-à-dire un 6e mandat de trop. On lui a dit que ce 6e mandat, on ne peut pas l'accepter, c'est ce que l'opposition a dit, et c'est donc recontracté avec en base arrière la Libye, d'où est venu le mouvement rebelle armé. Encore qu'il faut se demander qui soutient ce mouvement rebelle armé, qui semble avoir une résonance en condition avec la France. Là est toute la question. Et quand on sait que le sud de la Libye est contrôlé par le général Haftar, qui est pro-russe, il faut comprendre tout cela. Est-ce que ce n'est pas une contre-attaque de la Russie pour étendre jusqu'en RCA? C'est autant de questions. Donc je dis, s'il n'avait pas fait ce 6e mandat, on n'aurait pas eu cette incursion armée aujourd'hui. Et ça prouve à suffisance qu'il y a un grand nombre de Tchadiens qui se sont retrouvés au banc de touche depuis 31 ans. Parce qu'on ne peut pas prendre les armes si on est tranquille avec l'ordre, avec le gouvernement, l'ordre établi. C'est de cela qu'il est question. Donc évitons, s'il vous plaît, évitons nous, nos politiques, nos leaders africains, respectons au moins aussi quand même la démocratie et ses principes. 6 mandats, 7 mandats, mais attends, c'est pour faire quoi? C'est ça c'est la gourmandise du pouvoir qui tue aussi aujourd'hui. Il veut réagir à votre suite. D'abord le professeur. Oui, et je voudrais partager beaucoup de points de vue, d'ailleurs tous les trois ici. Vous voyez sur ce plateau, on voit bien que nous avons des convergences de vues, le MRC, la société civile. Pour ce sujet-ci, sur ce sujet bien précis. On va voir tout à l'heure, à 21h, si c'est toujours... Mais il faut donner un carton jaune. Oui. Je dis bien carton jaune aux gouvernants africains. Alors, vous voyez, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse de la malédiction des matières premières. Oui, nous sommes d'accord du point de vue de la géopolitique.
Quand vous prenez et vous faites un bilan rapide, entre 1960 et 1990, le continent africain a connu à peu près 450 coups d'État et tentatives de coups d'État. Dans le Cameroun, le 6 avril 1984. Alors maintenant, c'est un constat. Mais quand vous êtes pertinent du point de vue de l'analyse politique, mais nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État? Ce sont les frustrations. Et écoutez, nous avons atteint une période où la période des assassinats, sans dire mot, on a encore en mémoire Marien Ngouabi au Congo, on a Samuel Ndoye ici et là, et un peu partout. William Tolbert. Et William Tolbert. Et on peut continuer à citer. Et ramener au Tchad. Je voudrais vous rappeler que c'est un 13 avril 1975 que Ngarta Tombambaye, appelé François Tombaba, a été assassiné. Le Tchad a déjà connu, le président Déby était le 5e président tchadien. Et c'est lui qui, à Sarr, est allé retrouver le corps de Ngarta Tombambaye qui était un Sahara. Mais ce qu'on peut tirer comme leçon, et je vais vraiment chuter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, lorsque les gouvernants eux-mêmes ne trouvent pas un modus vivendi, un consensus entre les Africains, regardez le nombre d'exilés. L'Afrique est l'un des rares continents au monde où on a encore des exilés politiques, où il y a des problèmes de liberté de parole, où il y a des problèmes de transformation systématique des constitutions. On a des chefs d'État africains qui changent les constitutions comme ils changent leurs chaussettes. Bon, à partir de là, on peut admettre que, est-ce que ces peuples qui nous regardent peuvent continuer à l'accepter? Non. Mais alors, parce qu'il y a un enjeu géopolitique, je vous rappelle quelque chose. L'Afrique centrale, cette zone élargie au Congo, ce qu'on appelle l'Afrique centrale institutionnelle. Parce qu'à côté, nous avons l'Afrique centrale géographique. L'Afrique centrale géographique, parce que institutionnelle, c'est la CEMAC. Oui, oui. Géographique, c'est la CEAC. C'est la CEAC. C'est un bassin de matières premières incroyable. Mon cher ami Kenyé, je vous en prie, reconnaissons que c'est nous qui donnons l'opportunité aux grandes puissances de venir nous donner secours à travers des armes, parce que les gouvernants ne font pas l'affaire. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, continuer à dire que la France veut le pétrole. Mais l'odeur du pétrole est bon. La France, regardez un pays comme la France. La France est membre du G7 avec une société comme Total. Total, c'est quoi? C'est le Tchad, le Nigeria, le Gabon, la République centrafricaine, le Gabon et le Cameroun et le Congo. Donc à partir de là, est-ce que la mort du président Tombambaye ne peut pas nous interpeller? Président Déby, vous voulez du président Déby aujourd'hui, à partir d'une vision africaine qui nous permet désormais de comprendre que tant que les frustrations seront développées, vous voyez, je vous ai pris un cas banal, moi qui suis engagé au sein du parti, j'avais 3 solutions. 1, où je prends les armes. 2, où je me tire une balle dans la tête. 3, où je me soumets. J'ai choisi face à une injustice sauvage, mais d'aller quand même à Garoua. Est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais, et je termine là-dessus, qui ont déjà rompu avec l'État? Analysons objectivement, parce que les Camerounais sont toujours bien à parler des choses des autres. Okay. Sur 10 régions, je vous assure, Serge Alain Autou, nous avons aujourd'hui 6 régions en rupture avec le champ central politique. Le nord n'est plus là, avec le champ central. L'extrême nord n'est plus là. La Damara n'est plus là. L'ouest n'est plus là. Le nord-ouest n'est plus là. Le sud-ouest, parce qu'eux, ils ont montré qu'on pouvait arrêter et inciter à un dialogue si, effectivement, on prenait en compte leurs frustrations. Alors, regardez, quelles sont les régions qui, timidement, tapent encore fort sur les autres et jouissent du pouvoir administratif de manière autoritariste? Ce sont les régions du centre, où est issue ma mère. Ma mère est Tonne, ma grand-mère est Wondo. Ce sont les régions du sud. C'est le littoral en partie et c'est l'est. Et vous voyez que mon analyse tend donc à montrer que, il faut dire entre parenthèses, quels sont ceux qui me tuent aujourd'hui? Ce sont mes oncles Betty. C'est le centre, le sud qui me tuent. Ce sont mes oncles qui sont entre les Betty. Vous croyez que vous aurez vu ça au nord ou à l'ouest? Les autres s'organisent. Ce sont mes oncles qui me tuent
mes oncles Betty, qui me détruisent. À partir du modèle tchadien, on comprend donc qu'il faut mettre fin à cela en rapprochant les peuples, en créant une osmose entre gouvernants et gouvernés. Comme ça, les Français ne viendront plus voler votre pétrole. Merci, prof. Oui, rapidement, Charlie. J'adhère à l'analyse faite par le prof, parce qu'il faut bien comprendre ceux qui nous suivent à la maison. Le prof est dans la logique de celui qui dit on doit sortir du concept de la victimisation. Vous comprenez? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, 60 ans après les indépendances, on ne doit pas toujours pleurnicher que des gens sont venus nous prendre ça et ça et ça. Là, je suis d'accord. Mais pour qu'on pose dans ce débat-là, pour qu'on sorte de ce concept-là, redéfinissons donc ce par quoi nous avons commencé. Bon, est-ce que vous voyez aujourd'hui que les Africains ont réellement compris ce que c'était la démocratie? C'est-à-dire, on continue à pratiquer des choses dont nous-mêmes on ne comprend pas. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on se limite simplement au principe de la frustration. Parce qu'à côté de la frustration, vous avez les intérêts égocentriques même de certains Africains. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui la RDC, le malheur qui sévit au sud du Kivu, avec l'exploitation du coltan par les multinationales, qui est derrière tout ce principe? Le Rwanda, le Rwanda de Paul Kagame gagne dedans. Le coltan, non mais c'est pas normal. Si réellement on est dans la logique, si réellement on est dans la logique, si on est dans la logique justement de s'entraider entre Africains, de se comprendre, de créer, de mettre en place des politiques de développement, des politiques publiques qui vont permettre à ce que nos États, nos gouvernés puissent se sentir, puissent s'épanouir. Qu'est-ce que M. Kagame, qu'est-ce qu'il gagne? Ou alors, bon, on comprend qu'il gagne en termes de l'indice de développement même, parce que prenez tout ce que vous avez comme organisation internationale. Revenons au Tchad. Pour revenir au Tchad, pour faire comprendre que ce qui se passe au Tchad, nonobstant les réalités dont a fait mention tout à l'heure le professeur, à savoir ces problèmes de frustration et autres, il faut également comprendre que celui qui contrôle le Tchad, indépendamment, a un regard ou alors a une mêlée sur la bande sahélo-sahélienne, professeur. Et c'est pourquoi, dans le contrôle de cette bande sahélo-sahélienne, le G5 Sahel qui avait été mis sur pied, qui regroupait 5 pays, le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, justement était conçu dans l'optique de ramener certains pays établis dans ces régions-là. Dites-vous bien que le président Idriss Déby aujourd'hui, alors qu'il était sur le point d'envoyer un détachement de 1200 hommes en plus pour soutenir la force conjointe G5 Sahel, pour justement ramener la paix et la sécurité dans cette région-là. Donc, on ne peut pas détacher les réalités géopolitiques avec tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme richesse là-bas, de ce qui se passe là-bas. Quoique réellement, il existe ces problèmes de frustration. Mais ces problèmes de frustration existent aussi parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous appliquons. On nous parle de démocratie, professeur. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis, c'est un pays démocrate. J'ai toujours dit que c'est le pouvoir de l'oligarchie, pas l'oligarchie et pour l'oligarchie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. On nous vend des concepts que nous-mêmes, on ne peut pas définir, on ne peut pas expliquer. Alors aujourd'hui, l'un des problèmes, l'une des raisons même de ça, c'est même l'échec de l'élite intellectuelle, professeur. Parce que l'élite intellectuelle qui allait apprendre ce feu-là, il passe le temps dans les plateaux et télé à nous réciter les problèmes de droit internationaux, les problèmes de droit international, de droit international, les problèmes de liberté publique, des problèmes de démocratie et autres. Mais je ne vous apprends pas, professeur, le droit international est une question de rapport de force. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir dans les fondamentaux. Et on a raté les fondamentaux. On a copié des principes qu'on ne comprend pas, nonobstant des autres réalités. On doit d'abord revenir à la lettre définie, les intégrer à nos réalités propres, concernant par exemple la démocratie qui est généralement, je vais dire quoi, du côté de l'Occident, elle est exclusive. Chez nous, on a plutôt un modèle de gouvernance qui est très inclusif. Or, si on ne peut pas intégrer ça à ce modèle de gouvernance, on ne peut pas réellement sortir de l'auberge. Voilà, merci. Willy Mengue, justement, il y a depuis que le CMT est mis en place au Tchad, il y a ce discours qui revient là, que pour justifier la mise à l'écart des institutions par la menace fact, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour ces personnes-là, il fallait des militaires pour gérer ce qu'ils appellent la transition de 18 mois. Ils ont dit 18 mois. Je crois que pour un civil n'aurait pas fait l'affaire. C'est-à-dire le président de l'Assemblée. La stratégie adoptée par le comité militaire de transition va plutôt générer encore une autre, ça va élargir le front. Parce que rappelons que le FACT, vous avez vu ces derniers communiqués il y a quelques heures, c'est-à-dire ils sont pratiquement à l'antenne de Djamena. Ça veut dire qu'en fait leur objectif n'est pas encore atteint, parce que pour eux, non seulement il fallait se défaire de ce débit, mais il faut que l'ordre constitutionnel soit respecté avec
la transition qui doit être assurée par un civil. Il répète cela. Alors, nous avons donc soudainement une sorte de dynastie monarchique qui naît au Tchad, comme eux-mêmes appellent le FACT. Et ils ne sont pas sur le point d'accepter cela. Donc, on dit que nous sommes en train d'ouvrir un autre front entre le comité militaire de transition et le FACT qui n'est plus isolé dans sa position. Parce qu'il faut le dire qu'il y a plusieurs autres groupes rebelles qui ont prêté allégeance au FACT à la suite de cette victoire psychologique et symbolique qu'ils ont connue depuis samedi passé. Donc, et tous ces ralliements entre guillemets naissent de la frustration. Justement, puisque c'est des groupes qui étaient en position, qui n'attendaient qu'une telle opportunité. C'est des groupes qui étaient en position. On fait comprendre qu'en fait, tout cela vient du fait de la mauvaise gouvernance. Regardez, il y a une liste qui circule depuis quelques jours aujourd'hui, où il y a plus de 100 personnes génétiquement liées à Idriss Déby qui se retrouvent dans l'appareil de l'État à des postes stratégiques, y compris du côté de son épouse. Mais ça, c'est frustrant. Ça veut dire qu'en fait, le partage n'est pas équitable. Et c'est l'injustice sociale qui crée les frustrations. À partir des frustrations, tout de suite, on va se regrouper et former un bloc. C'est ce qui est en train de se passer au niveau du Tchad. Je dis, nous sommes on est en train de vivre les conséquences, mais il faut interroger les causes. Oui. Les causes viennent donc justement de cette injustice qui s'est établie. Okay. C'est là qu'il est question. Donc, pour moi, sans être optimiste, je pessimiste, autant pour moi, je dis que le lendemain ne sera pas éclairé au Tchad d'ici demain. Tout au contraire, il faut s'attendre. Le discours de Macron aujourd'hui sonne comme une guerre déclarée contre le FACT. Oui. Ça, il faut le comprendre. Oui. Et quand on voit les données audio du FACT, les données Voice, ils sont clairs et nets. Ils disent qu'ils ne vont pas accepter. Ils essaieront peut-être combattre la France. On oublie qu'elle a 3 bases militaires au niveau du Tchad pour l'opération Barkhane, dont la France peut se retrouver dans une situation très inconfortable. Okay. C'est de ça qu'il est question. Voilà, professeur, vous allez terminer sur cette question. Oui, merci. Je réserve la fin pour vous. D'abord, Charlie Gagné, sur cette justificatif, c'est-à-dire il y a la menace FACT qui justifie le fait qu'on ait mis les institutions de côté pour placer des militaires. Oui, bon, moi je ne vais pas uniquement mettre ça sur le plan de la menace FACT. Ce que je peux, ça ne se comprend pas déjà que la voie constitutionnelle ait été bafouée, mais on peut quand même l'expliquer, on peut la comprendre, parce que il faut faire savoir qu'aujourd'hui, est-ce que le Tchad, dans le contexte actuel, avait en son sein les moyens techniques, financiers et même logistiques, peut-être même humain, de pouvoir organiser les relations dans les élections présidentielles dans un délai de 45 jours. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Deuxième des choses, le contexte, le Tchad actuellement c'est un pays en guerre, nonobstant des conditions floues, troubles dans lesquelles le président s'est retrouvé mort aujourd'hui. C'est-à-dire que le Tchad d'aujourd'hui est un pays en guerre. Est-ce que réellement, si on avait remis le pouvoir aux civils, la machine militaire aurait pu continuer à assurer la sécurité et l'intégrité de ce pays-là? C'est encore des questions qu'on pourrait très bien se poser, mais qui en réalité ne justifient pas ce qui s'est passé là-bas, mais qui peuvent se comprendre. Donc moi je me dis, la menace FACT est une réalité et ça démontre à suffire que aujourd'hui, avec l'avenue au pouvoir du président du conseil militaire, de transition militaire, Mahama, on est parti, le général de corps d'armée, on est parti pour la logique de va-t-en-guerre, parce que lui, quand il décide, quand l'armée, c'est un état d'urgence, et quand on parle d'état d'urgence, forcément, il y a une menace pressante en face qu'il faut résoudre. Donc peut-être nous allons vers la logique militaire, et pourtant sur ce plateau nous prenons tous la logique du dialogue. C'est vers là où on devait aller. Bon, pour le reste, l'avenir nous en dira. Professeur, pour cette mise à l'écart des institutions, je prétexte qu'il y aurait une menace FACT. Oui, je pense que lorsque vous observez avec pertinence et avec une rigueur analytique ce qui se passe au Tchad, d'abord il faut comprendre deux choses. Il y a une transposition de l'espace disputé en termes de matières premières. Il a raison, vous avez raison. Pétrole, manganèse et autres, entre occidentaux, entre ce qu'on a appelé longtemps l'antagonisme Est-Ouest. N'oubliez pas que au-delà du Tchad, l'Afrique a toujours été un champ de bataille. Hein. Rappelez-vous, lorsque les relations Est-Ouest et leurs implications dans les conflits d'Afrique australe, où on voyait en Afrique australe, lorsque le régime était pro-socialiste, comme en Angola ou au Mozambique, la guérilla était pro-occidentale, ou lorsque la guérilla est pro-occidentale,
hein, le pouvoir est pro-socialiste. Bon, alors c'est cette recomposition qui renaît avec Poutine. Et vous allez voir que dans l'analyse de ce jeu, il y a la RDC qui est en train de se reconstituer une vie et qui n'est pas très éloignée de la Russie. Et la Centrafrique qui a déjà établi en termes d'espace disputé et d'exploitation de ressources un pacte, mais vraiment irréfragable avec la Russie. Et dans le jeu qui sévit, hein, du point de vue matériel et militaire, dans la déstabilisation du gouvernement de M. Touadéra, la France était soupçonnée. Le choix de Touadéra, qui s'est retourné vers le Rwanda, et surtout vers la Russie, a posé problème. Et là, il n'y avait qu'une seule solution. Prendre conscience que M. Déby doit tomber. Puisque vous l'avez appelé, c'est le gendarme de la France. C'est un guerrier. On peut dire tout ce qu'il faut analyser. Mais sur le plan géostratégique, vous allez voir que le Tchad a des frontières, 5 frontières avec le Niger, le Soudan, la Libye, et puis le Cameroun, et puis il y a un autre pays, le Niger. Non, le Niger. Bon, alors vous voyez que il y a eu au Tchad, d'abord, la force d'opération Manta. Peut-être les gens l'ont oublié. Manta venait réinstaurer l'ordre à l'effet d'empêcher M. Kadhafi d'occuper la bande d'Aouzou. Bon, ensuite, il y a eu l'opération Épervier. C'est une base militaire française qui n'a pour seul enjeu que de sécuriser toute la zone francophone, à partir des opérations qui peuvent être menées de N'Djamena vers le Gabon, vers le Cameroun et en autre. Et n'oubliez pas quelque chose. Si le Cameroun a réussi et s'est éloigné de la menace, c'est que le président Paul Biya a réussi à multiplier sa coopération. N'oubliez pas qu'il y a eu 300 soldats américains ici, il y a eu les Russes, il y a les Français, il y a les Américains. Bon, alors à partir de là, le Tchad ne peut se transformer que si et seulement si les Tchadiens dialoguent. Je vous assure, cette guérilla, ces rebelles sont massivement soutenus par la Russie. La France ne peut pas résister. Le discours du président Macron est un discours paternaliste, de bonne foi, d'un ami du Tchad, mais d'un ami aussi du pétrole tchadien. Mais dans les faits, et je chute là-dessus, et c'est le dernier point, mais les gouvernants tchadiens, et c'est aussi le cas au Cameroun, doivent établir des coalitions qui vont stabiliser le pays. Je vous prends le cas du Cameroun, moi qui suis de très près depuis 30 ans le président Paul Biya, qui est mon maître politique. Pourquoi le président Paul Biya a réussi, du moins, au fond, à stabiliser le Cameroun et surtout la zone du Grand Nord? J'attire votre attention du point de vue technique que tous les alliés du président Paul Biya dans le Grand Nord, ce qu'on ne fait pas au Tchad, sont des opposants. C'est une coalition des opposants, je vous le cite. Il y a Benobouba Magari de l'UNDP, opposant, ministre. Il y a Issa Chiroma Bakari, opposant, ministre. Il y a Mustafa Amadou de l'ANDP, ministre. Et puis il y avait Antar Kazagay. Et puis il y a encore Dakole Dassala. Bon, alors vous voyez que, contrairement à l'image apparente, où les gens donnent l'impression que mon parti est fort, même s'il se bat timidement encore dans le Grand Sud, mais le Grand Nord, c'est une coalition des gens qui ne partagent pas la vision du président de la République. Et le président l'a compris, heureusement, qui nous permet d'avoir la stabilité. Et c'est ces hommes qui ont donné 47% au président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle. C'est pas parce que le parti était tellement fort, où il y avait une idéologie, où il y avait une espèce de dictature de l'administration, comme on le voit au Grand Sud, où ceux qui n'ont pas battu campagne sont des ministres et peuvent torturer des hommes politiques. Ramener au Tchad, je pense sincèrement que le Tchad peut se transformer si le jeune président Déby, le général de corps d'armée Idriss Déby, prend conscience qu'il doit tendre la main à ses frères, qui rétablissent l'ordre constitutionnel, qui mettent en place un gouvernement de transition avec les opposants. Si moi j'étais son conseiller, je peux vous dire que ce n'est qu'à ce prix qu'il tentera de stabiliser. Non, rapidement, on va passer. Ce que j'allais dire, le professeur a dit quelque chose de pertinent, je ne sais pas, il s'agit d'abord de comprendre, il faut une unité
entre les Africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tchad doit être capable de travailler main dans la main avec le Cameroun, avec le Gabon, avec les autres pays pour garantir cette sécurité-là. Parce que toujours la sous-traiter avec les pays d'Europe, vous ne savez pas, ils ont des intérêts qu'ils défendent chez eux. Donc, voilà, merci. On s'est séparés avant le journal de Nadine Yambou et c'est le prof qui avait la parole. Le deuxième audit a subi ce qu'il a subi du fait, dit-on, des pressions de Yaoundé. Oui. L'auditeur qui était français. Au-delà des pressions, reconnaissons aussi la bonne foi de certains acteurs. Oui. Même si on nous dit que ceux-là ne sont pas de survie Cameroun, mais on constate quand même, et j'étais disant qu'il y a eu Penda et Koka. Mon frère Sawa Penda et Koka, je regrette, il a quand même été un acteur pertinent dans le MRC. Et mieux encore, lorsque il y a une espèce de délestation qui veut s'opérer entre le président Kamto, le ministre Kamto et Suivi Cameroun, on constate quand même que c'est lui qui prend les devants et qui annonce le processus de transparence. Où on a vu parfois, il a contacté des maisons d'audit comme HSNU et bien d'autres avant de se retourner vers les Indiens ou les Néerlandais, mais c'est quand même lui qui est devant. Donc il ne faut pas toujours... En tant qu'initiateur. En tant qu'initiateur, mais en tant qu'homme politique. Vous savez, moi, quand je suis dans les amphis avec mes étudiants, j'ai souvent tendance à leur dire que pas d'action, pas d'intérêt, pas d'action en politique. C'est une action qui est tournée essentiellement vers le social et qui peut lui donner une certaine crédibilité. Et puis, pas d'intérêt, pas d'action. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le ministre Kamto soit en train de se justifier pour rien. Et puis, sur ce point, on va terminer en disant que si, effectivement, ils veulent aller jusqu'au bout dans ce jeu de la transparence, eh bien, moi, je pense sincèrement qu'ils peuvent donner des codes à des donateurs. Oui. On l'a vu avec beaucoup d'associations. D'ailleurs, c'était l'un des problèmes de SNU qui s'est désisté parce qu'effectivement, il voulait avoir des moyens de contrôle et d'effectivité à l'effet de démontrer qu'effectivement, il y a eu transparence. Bon, alors, si on ne peut pas donner des noms, parce qu'on dit, bon, si je m'appelle Jean, appelons Tatampion, et mon nom sort, du moins on saura que je finance au MRC. Voilà, c'est normal. Oui. Mais on peut trouver des codes où ils écrivent à tous ceux qui ont envoyé de l'argent. On vous dit par exemple, vous, monsieur Otou, vous avez le code 202. Vous avez donné 100 francs. Et à la fin, on publie tous les codes avec la somme donnée. Je crois que ce sera plus sérieux. Ok. Willy Mengue, cette proposition? Il faut comprendre que Suivi Cameroun, c'est un appel à manifestation de générosité publique. Oui. Et quand on dit générosité publique, on retrouve tout ce genre de donateurs là-dedans, avec des profils qui peuvent parfois être délicats. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas de publicité autour de la personne. Il y a le principe d'anonymat, il y a le secret. Il y a le secret, par exemple. Bien sûr, qu'on peut à la limite publier les noms de tous les donateurs, du moins au niveau international, pour un souci de transparence avancé, un souci de transparence qu'on n'observe pas de l'autre côté. Je vous dis qu'en fait, ce n'est pas que... Non, on y arrive, hein. Voilà. Tu n'es pas pressé, on y arrive. Donc, on peut donc peut-être demander que chaque personne qui voudrait que son nom apparaisse comme donateur soit publié, on peut le faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en a qui pourront hésiter pour des raisons personnelles, à ne pas voir leur nom être publié. Et quid de la proposition du professeur Messagna? La codification est simple. Déjà que les 91 donateurs qui ont fait l'objet du bug informatique ont été codifiés. C'est par système de codification qu'on a listé leurs donations. Ça veut dire qu'au préalable, on pouvait peut-être les approcher et leur donner des codes. Donc je dis, on peut publier ce genre de liste, bon, si ça ne crée pas une polémique sur l'identification des uns et des autres de nature à les exposer. Bon, là, il n'y a pas de souci. Mais notons déjà que le citoyen Maurice Kamto, en tant qu'humanitaire, fait vraiment preuve d'un souci de transparence dans la gestion des fonds survie
Cameroun. Et nous disons que tout ce qui, nous le savons par les actes qu'il pose, parce qu'il a demandé à ce que les comptes soient audités après la polémique qui est née. Heureusement que c'est juste une polémique, sans fondement, sans fuite, il n'y a pas eu de fuite. Donc tous ces fonds ont été déposés. Et maintenant, tout ce que nous attendons encore peut-être, c'est un audit de gestion de ces fonds par le président national de gestion, de comité de gestion, qui est monsieur l'allié politique du professeur Maurice Kamto, et qui a reçu mandat de gérer... Le professeur veut tout le temps le ramener au MRC. Hein. De gérer les relations entre le professeur Maurice Kamto et Christian Pénécoca. Il faut comprendre que ce sont des alliés politiques. Ouais, mais dans le cadre de survie Cameroun, ce n'est plus question de politique. Ça veut dire qu'il a fait confiance à quelqu'un, qu'on voilà une opération. Non, mais c'est le social en politique. Voilà une opération en politique. Je vous donne un mandat de gérer. Bon, nous allons bien voir. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et je sais que ce compte, puisqu'il a été demandé par le gérant de l'initiative humanitaire, il va restituer le compte de gestion pour que l'initiateur, M. Maurice Kamto, fasse un rapport moral et complet que l'opinion nationale et internationale attend. Donc je crois que c'est à ce niveau que nous en sommes. Donc on ne va pas demander plus que cela. Tout au contraire, moi j'ai dit, le public camerounais attend aussi que les comptes de la gestion de Covid-19 soient plus publiés. On y arrive. Ça n'est pas pressé. C'est un peu ça. Voilà, Charlie Kenyé, le professeur Kamto a déclaré ceci. Avec moins d'1 million d'euros, Survie a réalisé ce que le gouvernement n'a pas pu faire, bien évidemment, avec 180 milliards alloués par les partenaires internationaux pour lutter contre Covid-19. La sortie du professeur Maurice Kamto montre à Suffit qu'en réalité, il s'agit d'une action humanitaire, mais avec un fond politique. À vocation politique. Sinon il n'aurait pas fait ce discours. Vous comprenez que on aura beau épiloguer, mais on revient toujours à la politique. Et pour la simple raison. Mais voilà le discours. Mais je ne sais pas si M. Menga a suivi. Il dit... Non, écoutez, monsieur... La gestion des finances, des ressources publiques, entre Covid-19, les subventions reçues par l'État et suivi Cameroun n'a rien à voir avec la politique. Ça veut dire qu'en fait, le professeur Maurice Kamto dit ceci, n'est-ce pas? Le peu d'argent reçu par Survie Cameroun a permis de voir des effets positifs et physiques sur le terrain. Quand on regarde le paquetage distribué en matière sanitaire, comparativement aux milliards reçus... Vous voyez que je ne vous ai pas interrompu. Non, vous allez continuer, c'est juste pour vous... Permettez. Monsieur Serge Aloto, je pense que vous êtes un brillant journaliste. Quand vous voyez les rapports des associations, entre guillemets, apolitiques, de leurs activités, les rapports de leurs activités, est-ce que vous les voyez faire comparaison avec une action gouvernementale? Non. On est d'accord? Je pense que Suivi Cameroun, Suivi Initiative est une association à caractère apolitique, si je ne me trompe pas. Alors, d'où vient-il qu'un rapport d'une telle association puisse amener certaines comparaisons avec une action gouvernementale? Là, on entre déjà dans le jeu politique. Et c'est là où je dis qu'on peut pas comprendre, on peut pas enlever le fait que c'était une action humanitaire, mais avec un fond politique. Bien plus encore, pourquoi? Parce que les acteurs même, ceux-mêmes qui étaient au cœur de ce mouvement, tant passant par l'initiateur que par le gestionnaire même, ce sont des hommes politiques affirmés, ça il faut le dire, avec des positions connues. Donc, je ne veux même pas qu'on entre dans ce débat-là. À la réalité, c'est une initiative louable qui a été entreprise par l'initiateur de cette association, de ce mouvement. C'est une initiative louable, mais qu'il faut aller jusqu'au bout. Et M. Willy Menga a bien fait de botter en touche l'analyse faite par le professeur. Et on ne va pas me dire que pour codifier, parce que la codification c'est quoi? C'est la numérisation des lettres. On ne va pas dire que pour faire ça, il faut toute une alchimie, il faut monter sur Mars. Il y a des experts qui vous le font en 2 jours, en 48 ans. C'est pas de la sorcellerie. On vous prend, on a tous des noms, on nous accorde des chiffres, des codes et on les communique. Ça veut dire que lorsqu'on parle de M. Serge Aloto, M. Serge Aloto, c'est qu'il est peut-être le numéro 42. Quand on dit 42, 1000 euros, il se retourne, il sait que le 1000 euros là, le 42, c'est de moi dont il est question. C'est pas une magie. Donc voilà comment ça aura pu se faire pour justement apporter une réelle transparence dans ça. Et je ne vois pas en quoi cela empêcherait le MRC de faire ce travail-là. Justement, je disais que les Camerounais sont désormais très intéressés par la transparence de la gestion des ressources publiques. Alors nous disons, quand on sort
de survie Cameroun. Parallèlement, nous avons des dossiers sur lesquels les Camerounais exigent des comptes publics. Voilà, justement, professeur Pascal Messanga-Nyamding, est-ce que le RDPC, permettez, est-ce que le professeur, vous pouvez nous dire, non, vous allez comprendre, est-ce que le RDPC aujourd'hui, votre formation politique, est prête à accepter qu'on fasse aussi la même, parce que depuis là, vous accusez le MRC par rapport à Surveiller Cameroun, mais les Camerounais demandent aussi que les comptes soient des comptes par rapport, surtout au Covid. On sait qu'il y a des audits qui ont été commandés depuis, ils attendent. Il y a aussi le fameux glissement par rapport à la CAN, on attend. Tout à fait. Quelle est votre position par rapport à ça? Non, moi j'ai une position proche de celle du chef de l'État. Vous savez que certains m'en veulent au sein de mon parti. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré que ces gens sont des militants du RDPC, parce que je suis dans ce parti depuis 35 ans, le RDPC a 36 ans, et parce qu'ils n'ont jamais compris que les idéaux qui ont porté le RDPC, c'est que le président Paul Biya, mon maître politique, que les gens trahissent tous les jours. Je vous assure, repose sur 5 piliers. On peut se poser la question, la rigueur. Ah ben écoutez, elle est où? Vous voyez, c'est pourquoi on m'en veut. Et puis la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique, le rayonnement diplomatique. Bon, à partir de là, quand vous posez le problème de la CAN, mais vous avez raison. Mais c'est dans ce pays où on vous a dit que un camion de sable 700 000. Coûtait 700 000. Moi qui suis un militant du RDPC, je leur dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette politique que le président Paul Biya, que je soutiens. Ils nous ont dit que c'était la même. Mais ils vont vous en vouloir. Ils vont vous en vouloir, ils vont vous envoyer peut-être en Papouasie, à Garoua ou ailleurs. Mais je continuerai à le dire. Parce que je suis un homme politique accompli. Et courageux. Et au-delà de ça, on va vous dire qu'un sac de ciment coûte, je crois, 16 000 francs. Oui, 16 000 francs. Alors, lorsque vous observez tout ce cocktail, ils disent que c'est la mercuriale. Bon, ramenez au bon, écoutez. Ils disent que c'est la mercuriale. Ils rendront gorge un jour. Ça, mais ça je peux vous dire que ça a trop duré. Le président Paul Biya, tel que moi je le connais, je suis l'un de ses exigés. Il prend le temps pour réagir, mais il réagira. Mais revenons sur l'essentiel. Oui. Vous avez posé le problème, même si comparaison n'est pas raison, bon, de la gestion de la Covid-19 et la gestion des survies. Non, j'ai entendu monsieur Willy, comme je l'appelle affectivement depuis ce soir, soutenir quelque chose de très grave. Il dit non, au gouvernement, il n'y a pas d'audit. Non, écoutez, moi je suis lucide. Oui. Il y a l'audit. Vous avez au Cameroun le contrôle supérieur de l'État. Permettez-moi de vous donner mon avis, qui est une institution de contrôle et qui fait quand même du bon travail. Maintenant, vous êtes libre de la... Ne me coupez pas. Laissez, vous avez l'art de couper. Tout ça. Permettez on voit les résultats. Oui, vous voyez que nous ne vous coupons pas. Laissez-moi faire l'analyse. Je suis professeur, je suis responsable. Et je suis un analyste politique. Bon, et au-delà, mais les résultats. Vous avez la CONAC, vous avez la NIF et bien d'autres instruments. Mais je voudrais quand même reconnaître que, même si... Et là, j'avoue avec vous qu'il y a des faiblesses inhérentes à l'action des hommes. Moi, je dis toujours, ces fonctionnaires qui, lorsque le RDPC finit de battre campagne, ils occupent tous les postes de pouvoir et de décision et peuvent faire n'importe quoi. Dans ce processus, on a le cas de l'enquête Covid. Moi, je fais mon mea culpa. Ça a été très mal géré. Au-delà de cela, les stades. Écoutez, j'ai dit une fois à des Camerounais, lorsque vous observez ce stade de Japoma, beaucoup ont vu des beaux stades. Mais moi qui soutiens le président Paul Biya, qui n'existe que dans le RDPC d'abord, parce que j'ai soutenu sa politique depuis l'âge de 20 ans, mais dit, mais ce stade devait avoir des cours de tennis. Olembe, qu'on évoque aujourd'hui, on attend des musées, piscines olympiques, on attend bien des choses. Donc je pense que il y a un processus de dégradation du patrimoine national que l'on ne peut pas accepter sur le plan public. Ramenez donc à vous, c'est encore pire. Si vous faites le social pour le politique, écoutez, ne trompons personne.
votre action sociale a une vocation politique. C'est un procès d'intention, professeur. Pas intention, parce que c'est M. Kamto qui est là. Non. C'est pas Kamto qui est là. Il y a une différence entre M. Kamto, qui est président d'une formation politique NRC, et qui se mêle M. Kamto, qui est professeur, et qui est un autre Kamto qui est humanitaire. Il y a c'est des casquettes qui sont dissociables. Là, ça fait au moins 3 Kamto. Le Kamto l'humanitaire, Kamto l'humanitaire a pris une initiative humanitaire et aujourd'hui, bien sûr, c'est gratos. À l'image de l'abbé Pierre. Et dans la transparence, il a voulu que le compte soit rendu. Alors la question Willy, je vous ai coupé tout à l'heure. Vous insistez, sur les audits. Allez-y donc. Alors, nous disons que autant les Camerounais viennent d'apprendre le mot audit à travers les audits faits avec Suivi Cameroun, les Camerounais voudraient apprendre davantage sur l'usage des ressources publiques liées à la Covid-19 par rapport à toutes les donations. Il y a eu une caisse de solidarité. Il y a eu 183 milliards de francs donnés par les bailleurs de fonds multinationaux, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Multilatéral, temps pour moi, voilà. Alors, merci. Nous disons que nous voulons savoir comment est-ce que les 183 milliards de francs ont été gérés. Ça, c'est ce qui concerne tous les Camerounais. Voyez. Et en même temps, la caisse de solidarité qui a été créée, où il y a eu des donations, on se souvient de ce riz qu'on n'a pas partagé, tout ça. Nous voulons savoir le riz d'orca. Nous voulons savoir quelle est la traçabilité de la gestion de tout ce qui a été capitalisé là aujourd'hui, avec les détails prêts. Autant que nous exigeons de suivre Cameroun. Ça, c'est là que les questions. Ça devrait préoccuper aussi tous les Camerounais. Et là même, ça doit être d'autant plus préoccupant parce que cela concerne c'est l'État qui est au centre de la gestion à ce moment-là. Donc ça doit être tellement transparent. Et maintenant, donc, il y a un problème à cela. Peut-être, nous l'exigeons dans le plateau de télévision, ça doit être exigé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale n'exige pas les comptes sur la Coupe d'Afrique des Nations et sur la Covid-19, par exemple? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous voyez que le problème est tellement grave. C'est une décision qui vient d'être paralysée, qui doit s'occuper de ce genre de problème-là. Il n'y a que le député Jean-Michel Ninche qui pose ce genre de problème sur la table. Vous voyez à quel niveau il y a des préoccupations allant dans la gestion de la gouvernance. Je vais poser la question encore une fois, prof. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour les élus RDPC à l'Assemblée nationale? Non, c'est une préoccupation. Mais pourquoi on n'entend pas leur voix? Oui, il faut rappeler quelque chose, Serge Alain Autou, et vous avez raison. Les députés ou les parlementaires ont deux vocations. Voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Je suis d'accord. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus de gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, il y a une séparation dangereuse, je vous dis bien dangereuse, entre la société politique qui porte les idées et la société administrative. Le problème, en fait, que mon maître politique, le président Paul Biya, au regard des affaires de la Covid, et les affaires du stade, des stades, des infrastructures, on peut aller plus loin, on peut parler de Mekine, Mberlé, Lompanga, où pratiquement on ne voit pas grand-chose, il n'y a pas de lisibilité sur certains points, et dû au fait que dans les systèmes démocratiques, j'ai été là aussi influencé par certains pères qui ont toujours reconnu que c'est la société politique qui doit porter l'action. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Que peut faire un député du RDPC qui est investi difficilement et qui ne retrouve sa noblesse qu'une fois à l'Assemblée? Parce que je vous assure, si vous voyez les primaires, le ridicule, les batailles, les injures, les conditions d'investiture de nos députés, je vous assure, ces camarades pour la plupart, là je parle des miens, parce que j'aime mon parti, le RDPC, ne retrouvent leur noblesse que quand ils sont à l'Assemblée. Or, ils sont ridiculisés pendant les primaires. Ils sont angoissés pendant les primaires. Ce n'est pas les politiques qui les portent. Mais les investitures, vous voulez dire? Oui. Alors, que voulez-vous, à un moment donné, Serge Alain Autou, que le député, conformément au jeu démocratique, qui accompagne le chef de l'État, qui a une majorité à l'Assemblée,
comment devrait-il se comporter? Dans l'indiscipline, il faut comprendre que lorsqu'on vous dit qu'il a une mission de voter les lois, il vote les lois qui peuvent accompagner celui qui est le chef de l'exécutif. Même en France, il faut le dire, M. Kenyé. Oui. Quand vous avez la majorité à l'Assemblée, vous êtes président de la République, vous avez le sommeil tranquille. Donc ici, il faut reconnaître que la directive matérielle est portée par l'administration. C'est-à-dire des hommes, des fonctionnaires qui prennent la place des hommes politiques comme nous. Je vous prends un cas encore banal. Vous allez dire que peut-être aujourd'hui, je parle un peu trop de moi. Ce sont les fonctionnaires qui ont frappé sur un membre du comité central. Donc je vais vous dire que n'incriminez pas nos députés. Ils sont disciplinés. Ils sont dans le jeu de la démocratie où cette majorité est d'abord la majorité du président de la République et c'est lui qui, comme partout ailleurs, donne la directive. Voilà, Charlie, pour terminer, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais revenir sur Viva Cameroun. Oui, rapidement. À travers tout ce qui a été dit ici sur le Cameroun, pardon, sur l'audit avec les fonds Covid. J'ai essayé de parcourir le rapport de la Chambre des comptes sur justement comment ces fonds étaient gérés. Et il y a deux choses qui m'ont frappé et qui vont revenir dans pratiquement tout ce qui se passe comme nous avons comme problème avec les audits au niveau du Cameroun. La première, c'est la surfacturation. C'est-à-dire que la Chambre des comptes fait état du fait que il y a un problème de surfacturation dans les commandes. Le second, c'est les passations des marchés. C'est-à-dire qu'on donne des marchés à des entreprises qui n'existent que dans des valises. Et c'est tout ça qui amène des problèmes. Vous voyez, et des frustrations aussi. On alloue des fonds à des personnes de gérer à ce qui concerne la santé des Camerounais. Oui. Pire encore, regardez la grille de répartition de ces fonds-là. Les deux entités vraiment en charge dans ce combat de la lutte contre la Covid, il y avait la tutelle, le ministère de la Santé et les communautés. Mais je suis dépassé de voir on envoie les 400 millions au ministère de la Communication, au ministère de ceci, mais comment ne pas dans un souci même de réalité politique? Vous avez un problème avec 400 millions pour la communication? J'ai un problème avec la répartition de ces fonds. Encore que la communication. Avec la communication? Non, pas avec la communication. C'est une figure de style. Je ne dis pas que le ministère de la Communication a reçu 400 millions. Qui est un homme transparent. Je ne dis pas ça. Non, je dis même, est-ce que vous avez un problème avec un montant? Moi, j'ai un problème avec la répartition de ces fonds-là. Parce qu'en réalité, s'il fallait justement, si on était dans l'optique ou alors dans l'objectif de combattre la Covid, ces fonds auraient été orientés à deux endroits, au ministère de la Santé et au niveau des communes. Parce que justement, nous sommes dans la régionalisation, nous sommes dans la décentralisation. Merci. Oui, rapidement, oui, il doit intervenir. Monsieur Kenyé, pourquoi on peut demander l'audit sur la Covid, on ne demande pas l'audit sur les stades? C'est crédible, ça? Oui. Donc, c'est autant de choses. Vous vous adressez à qui, là? Mais je m'adresse à la société politico-administrative. À votre famille politique. À l'effet de vous dire que à terme, il faudrait quand même être juste partout. Voilà, merci. Willy Mengue, pour terminer cette édition. Donc, je suis ravi du fait que mes deux co-panélistes ont déjà compris la préoccupation qui est celle des Camerounais aujourd'hui. Une transparence sur la gestion des fonds Covid par le gouvernement de M. Biya, une transparence sur la gestion des fonds de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sur la gouvernance de M. Biya, une transparence, je dirais même, sur les projets structurants dont les effets induits dans notre économie, notre société ne sont pas encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a tellement de problèmes à résoudre au niveau du gouvernement que de se préoccuper de l'audit de survie Cameroun. Et nous attendons, nous Camerounais, de tous bords, que la clarté soit faite là-dessus. À quoi ont servi toutes ces ressources engagées par la pandémie et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Nous attendons cela. Merci Willy Mengue, merci professeur. Merci beaucoup. Merci Charlie. Merci Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, nous sommes au terme de cette édition. C'était la dernière à Yaoundé. On va dire merci particulièrement à Rose Nkolo qui nous a rendu un peu plus beau pendant toute cette semaine. Elle nous a vraiment assisté. Élisée Bogba qui était à la caméra, il est là. Joël Sengue également à la caméra. Le chef d'orchestre, celui qui a mis tout ça en musique, lui c'est Emmanuel Diop. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Bonakwama.
Alors, nous étions à New York et nous avons montré comment nous dansons chez nous.